Madame, Monsieur, bonsoir, excellent dimanche. Nous sommes évidemment le 21 mai 2023, lendemain de la fête de l'unité nationale, occasion idoine, pour essayer évidemment de faire un tableau grandeur nature des différentes problématiques qui en ce moment minent l'actualité, minent le pays, avec un invité qui évidemment est venu spécialement pour en parler, Seydou Maïdadi Yaya. Il est membre du bureau politique de l'UNDP. Il va effectivement, à l'aune de son analyse et de ses commentaires, essayer d'en ajouter à la connaissance de nos téléspectateurs que vous êtes évidemment face à l'actu. C'est également l'occasion de revenir sur quelques sujets phares de l'actualité tels que vus et entendus par la rédaction de STV. Nous reparlerons du défilé, notamment ici à Douala, et de quelques autres axes d'actualité. Seydou Maïdadi, bonsoir. Bonsoir Dipita Tongo. Je suis très content d'être là parce que c'est un studio que je connais bien. Absolument. Depuis Thierry Ngongang, que je salue au passage. Absolument. Ça date Madame Leila a également eu à me recevoir, mais ça date toujours d'un an ou deux. Et je suis très content de renouer donc avec STV. Nous sommes toujours aussi heureux de vous avoir dans nos studios, évidemment pour commenter l'actualité. D'abord, lendemain de la fête de l'unité nationale, comment est-ce que vous vous sentez dans un pays, vous dites, uni, dans un pays dont l'avenir est prometteur, dans un pays qui a certes ses plaies, mais qui sait peut-être les guérir, les soigner? Vous savez, l'unité nationale, c'est quelque chose de très important pour un pays. Parce que c'est elle qui crée la nation. On peut dire que c'est le fondement même de la nation. C'est elle qui détermine la bonne santé d'un pays. C'est elle qui conditionne le vivre ensemble et c'est elle aussi qui assure le développement harmonieux d'un pays. Quand on revisite ces derniers temps l'histoire récente de notre pays, on se rend compte que cette unité nationale est un peu mise à mal. Je crois que dans cette émission, on doit essayer de voir pourquoi, par qui. Mais on va revenir là-dessus. J'interviens ici pas seulement en tant que membre du bureau politique de l'UNDP, je suis également le secrétaire national à la communication et à la formation de notre parti politique. Mais je vais intervenir également à ma qualité d'analyste politique. Et je serai amené, contrairement à ce que le président national de notre parti veut, qu'on ne parle pas des autres partis, je serai certainement à cette émission amené à parler d'un certain nombre de partis. Pas en ma qualité de responsable de l'UNDP, mais peut-être et certainement parce que j'ai eu à militer dans ces partis. Donc il y a des pans de l'histoire de ces partis-là que je maîtrise parfaitement. C'est à titre seulement que je pourrais, ce n'est pas pour aller contre la volonté de notre président national. D'accord. Je voudrais, dans un premier temps, dire, avant tout débat, que, et ça il faut le constater parce que c'est un constat qui est clair, la société camerounaise est divisée en deux camps, malheureusement. Il y a, premièrement, le camp de ceux qui sont au pouvoir et qui n'entendent pas le quitter. En politique, c'est vrai, un parti politique a vocation à prendre le pouvoir et à le conserver. Mais chez nous, on est arrivé à un extrême. L'extrême, c'est lequel?
ce qu'on cherche à conserver ce pouvoir-là par tous les moyens et à tous les prix. Et ça, bien évidemment, c'est un extrême. Face à ce camp, il y a un autre qui, légitimement, comprend qu'il a trop attendu ce pouvoir et il veut absolument arriver à ce pouvoir. On est en politique, c'est tout à fait normal, puisque ce pays nous appartient à nous tous. Donc nous devons avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs. Mais chez nous, ce camp est tombé dans un extrême également. Parce qu'il veut arriver à ce pouvoir par tous les moyens et à tous les prix. Et ça, c'est un deuxième extrême. Voilà comment notre société est divisée aujourd'hui. Nous essayons, dans le cadre de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, de creuser un sillon au centre, en dehors de tous les extrêmes. Mais en tant que parti allié, vous ne vous dites pas que vous êtes dans le camp du pouvoir? Mais vous ne pouvez pas savoir toutes les discussions qu'il y a entre ces deux alliés, tous les problèmes qu'il y a. Nous sommes alliés parce qu'on a fait un choix et on a des raisons d'avoir fait ce choix. C'est un choix qui n'est pas facile, mais nous essayons, dans la mesure du possible, faire en sorte que ça se passe mieux. C'est pas facile. C'est jamais facile quand on est dans le cadre d'une alliance. Surtout que, qu'est-ce qui détermine le fonctionnement d'une alliance? C'est les rapports de force. Nous essayons, pour ce qui nous concerne, d'améliorer le rapport de force en notre faveur pour pouvoir peser un peu plus. Fort de tout cela, vous dites donc que vous n'êtes pas dans le camp du pouvoir ou vous êtes dans le camp du pouvoir? Notre parti a signé une plateforme d'action gouvernementale avec le parti au pouvoir. Mais nous sommes deux partis totalement différents. Et la preuve, c'est que si vous allez sur le terrain lors des élections locales, municipales et législatives, vous allez même vous demander si ces deux partis-là ont même une alliance entre eux. Mais c'est normal en politique. Je vous dis que tout est réglé par les rapports de force. Je vois bien que vous essayez de passer entre les mailles de ma question. J'aurais bien... Non, je ne passe pas entre les mailles de ma question. Je dis que nous sommes en alliance avec le parti au pouvoir sur un certain nombre de points. Donc vous êtes au pouvoir? Vous êtes dans le camp du pouvoir? Non, c'est à vous de voir comme vous voulez voir. D'accord, on va effectivement rentrer au cœur de l'émission, mais qui sait, peut-être prenons d'abord le premier stop, si vous le permettez. Ce sera le premier reportage de ce soir. On va vivre quelques temps forts du défilé du 20 mai sur cette antenne. Hier, vous avez pu parcourir les événements tels qu'ils se sont déroulés à la place du 20 mai à Yaoundé. Ce soir, on va, en le temps d'un reportage, essayer de voir également comment s'est déroulé le défilé ici à Douala. Suivez plutôt. The essential symbol of national unity. Security and defense forces here in the economic capital of Cameroon, Douala, have serenaded the Beseke ceremonial ground with their well-coordinated march parade in commemoration of the 51st edition of the National Unity Day. The very colorful ceremony, which was presided over by the governor of the Littoral region, was also an avenue to award outstanding Cameroonians. Président de la République, et à partir des pouvoirs qui sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre national de la valeur. Over 7,000 people from different spheres of life marched down this lane. Here we have some innovation in the march pass of the civil. That means, for example, you will see that
young people are not matching by schools. We just take a subdivision and we take all the girls and the boys in one group of girls, one group of boys, and they are integrated. Inside the group who is matching, we have at least 10 schools. But you will not see the distinction. This is one school, this is two schools. We have to promote national integrity. We have to promote good living together. The only message that stick together, that's what we are. And that's what we think of the National Day, It's a day where we have to all stick together, no matter what we believe in, no matter who we are, where we come from. It's very important for us to stick together as one and unique Cameroonian. Defense forces and Cameroonian people in harmony to safeguard peace and national unity, bedrock of a strong and prosperous Cameroon, is a theme of this year's feast. Voilà donc en quelques lignes, le temps d'un reportage, les événements tels que déroulés ici à Douala, la célébration de la fête de l'unité nationale. Saïdou Maïdadi, vous disiez à l'instant qu'il y a des facteurs qui menacent l'unité nationale de notre pays. Vous les avez identifiés. Selon vous, quels sont-ils? Non, je vous ai parlé de la toile de fond. D'accord. C'est-à-dire la division entre les populations. Bien évidemment, qu'on soit dans un camp ou dans l'autre, on fait tout pour bloquer le camp d'en face. Et c'est ça qui nous crée tous les problèmes. C'est ça qui nous crée tous les problèmes. La paix aujourd'hui est menacée. On a connu un temps où le Cameroun était un modèle, un exemple de pays en paix. Mais depuis quelque temps, cette paix est perturbée. Et bien évidemment, ça crée des problèmes au niveau de l'unité nationale. Bon, maintenant, la question de fond, c'est de savoir qu'est-ce qui fondamentalement perturbe cette paix. Selon qu'on se place d'un côté ou de l'autre, on a une appréciation différente. Tout simplement parce qu'on n'arrive pas à harmoniser les positions des camps qui se regardent en chien de faïence. Et tant que nous allons rester dans cette situation, deux camps opposés qui se regardent en chien de faïence, nous allons avoir des appréciations différentes sur tout ce qui se passe dans notre pays. Et dès l'instant qu'on va avoir des appréciations différentes, suivant l'angle que nous avons, nous ne pourrons pas facilement aller à la réconciliation. Alors que maintenant, ce qu'il faut, c'est arriver à la réconciliation des deux camps qui n'arrivent pas ensemble. Et dans ce schéma-là, quelle est la responsabilité des hommes politiques, des partis politiques, des acteurs, par exemple, de la société civile, dans ce schéma que vous décrivez? Non, tout le monde est responsable. Tout le monde. Quand je parle de la société divisée, c'est l'ensemble de la société. On se connaît tous, surtout nous qui venons dans les débats. Mais je peux vous dire que ceux qui sont en train de nous suivre sont déjà divisés. Il y en a qui, dès qu'ils m'ont vu, ils ont dit « Ah, celui-là ne va rien dire de bon ». Ils ne vont même pas chercher à écouter ce que je suis en train de dire. Ils m'ont déjà classé. Et c'est comme ça que, malheureusement, notre société fonctionne. Il faut qu'on arrive à un meilleur fonctionnement de notre société. Le peuple est divisé. Vous-même, des médias, vous êtes divisés également. Chacun est sympathisant d'un des deux camps. Voilà comment ça fonctionne. Et ça, c'est vraiment malheureux pour notre pays si nous devons continuer à fonctionner sur ce rythme-là. Vous savez qu'évidemment, il y a une frange des acteurs politiques qui estiment que tout cela est de la responsabilité des pouvoirs publics, que c'est la conséquence des politiques publiques, justement, menées par le gouvernement qui conduit le Cameroun à ces divisions. Division au niveau des médias, vous l'avez dit, division au niveau des hommes politiques, division
autour des mécanismes électoraux, on n'est pas d'accord sur comment ça doit réellement se passer, division sur les grandes questions autour de l'unité nationale, division sur la crise anglophone. Eux, ils estiment que c'est la conséquence des mauvaises politiques implémentées par le gouvernement. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette façon de voir. D'accord. Prenons l'exemple précis de la crise anglophone. Ok. C'est une crise qui est très importante. Vous savez, le malentendu est parti depuis 1961 et on n'a pas pu le gérer. Une frange de la population dit que la constitution de 61 a été violée en son article 47. A été violée par le gouvernement. A été violée par le gouvernement. Le problème, c'est que la version française est totalement différente de la version anglaise. Je parle de la Constitution de la République fédérale de 1961. Dans la version française, c'est l'unité et l'intégrité qui ne doivent pas être touchées. Dans la version anglaise, c'est la forme de l'État. C'est deux choses totalement différentes. Mais cet article est placé dans cette disposition, je ne sais pas si je l'ai ici, on dit que toute modification de la Constitution touchant à l'unité et à l'intégrité de la fédération ne peut être admise, quelque chose comme ça. Unité et intégrité de la fédération. Ce n'est pas la forme de l'État. L'État s'appelait la Fédération du Conseil, une république fédérale, donc c'est une fédération. Donc c'est l'unité et l'intégrité qui ne devaient pas être touchées. Si on arrive maintenant en 72, en quoi la réforme de 72 touche à l'unité et à l'intégrité? En rien. Au contraire, on cherchait même à renforcer cette unité. Voilà l'esprit de la Constitution, la version française de la Constitution de 61. Bon, dans la version anglaise, on parle de la forme de l'État. Et ça, c'est totalement différent. Mais il faut quand même constater que il y a un peu de la roublardise de la part de tout le monde. Parce que de 61 à 72, on peut dire que personne n'a constaté cela. Puisque, à part quelques petits remous de surface, on n'est pas allé dans le fond pour essayer de dire voilà ce que la Constitution dit. En 72, on fait une autre réforme. On passe de la République fédérale à la République unie, selon l'esprit de la Constitution dans sa version française. D'où la célébration du 20 mai d'ailleurs. Oui, d'où la célébration du 20 mai. Donc, c'est passé parce que ça ne violait pas l'esprit de cette version-là. Bon, là également, il n'y a pas eu beaucoup de remous. Si on vous raconte ce qui s'est passé... Oui, mais dans la partie après, anglophone... même dans la partie anglophone, si on vous dit... Parce qu'on passe souvent le discours du président Ahidjo quand il a annoncé ça. Mais on ne vous a jamais dit ce qui s'est passé dans la salle. Dans la salle, quand il a prononcé ça, on entend que les applaudissements, les youyou, les hurrahs, etc. Bon. On peut dire que à l'époque, les gens avaient peur de se prononcer. C'est possible. De 72 jusqu'en 92, jusqu'en 90, c'était le parti unique. On peut dire que les gens avaient peur de se prononcer. Mais prenons la période de 92 à 2016. Le problème anglophone revient en surface en 2016. Vraiment avec acuité. C'est en 2016. On ne peut pas dire que c'est parce que les gens n'arrivaient pas à s'exprimer. Puisque le multipartisme est arrivé en 90-91. 91. Moi, j'ai été dans un parti, j'étais au SDF, à cette période-là, de 90 à... J'ai fait le SDF de 90 à 2002.
Mais le SDF, je ne me rappelle pas que le parti, en tant que parti défendant, bien sûr, les intérêts de tous les Camerounais, mais à plus forte raison ceux des anglophones, parlait de la constitution de 61 qui a été violée. Oui, mais vous n'êtes pas sans ignorer la lettre de démission de John Goufancha en 90, qui ressasse quand même un certain nombre de frustrations Oui. Des anglophones vis-à-vis de ce lien, justement. C'était en quelle année? Sa lettre de démission en 90, Oui. qu'il a évidemment publié. Mais qu'est-ce qui a été organisé, vraiment quelque chose de préparé sur le terrain pour dénoncer ça? Une lettre, ça ne suffit pas. Une lettre, ça ne suffit pas. On peut dire que, bon, de Yongu Foncha, qui n'était plus dans le devant de la scène, c'est un peu comme la réaction d'une femme qui a été répudiée, une femme mariée qui a été répudiée. On peut comprendre ça peut-être comme ça. Oui, mais je veux dire que après si on comprend ainsi, mais après, quelques années après, on voit qu'il y a la prise d'armes par certains qui pensent comme lui. On ne peut pas non plus simplifier ces frustrations. Oui, justement, ça, il faut donc. Là, beaucoup de paramètres vont entrer en jeu. Pourquoi en 2016 et seulement en 2016? À cette question, qui peut également répondre? Personne ne peut nous répondre. Est-ce que, bon, ce n'est pas parti des gens qui voulaient juste mettre à mal la paix au Cameroun, puisque on disait que le Cameroun était en paix et tout. C'est aussi une interprétation. Ce qui est sûr, c'est que moi, je ne me rappelle pas tout le moment que j'ai mis au SDF, qu'on ait beaucoup revendiqué le fédéralisme selon l'esprit de Fumban. Bien au contraire, je me rappelle que après la présidentielle de 92, il y a eu une réunion du NEC qui a statué sur la forme de l'État. Et le SDF avait opté pour un fédéralisme à 4 États. Il y avait le Grand Nord, il y avait le Grand Sud, il y avait l'Ouest et le littoral, et le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Ça n'avait rien à voir avec le fédéralisme selon l'esprit de Fumban. Voilà comment le SDF a fonctionné de l'adoption de cette résolution jusqu'à la résurgence des problèmes anglophones en 2016, 2017, 2018. C'est à ce moment que on a commencé à parler du fédéralisme selon l'esprit de Fumban. Vous voyez donc qu'il y a trop de manipulation dans cette affaire. Beaucoup trop pour qu'on puisse mettre le tort sur un seul côté. Il y a eu des manquements graves, mais des deux côtés. Il faut que tout le monde arrive à accepter sa part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Il y a eu trop de manipulation, il y a eu trop d'amalgame, il y a eu trop, vraiment, dans cette affaire-là. Il faut donc qu'on fasse très attention pour que la situation ne dérive pas totalement. Alors, là-dessus, maintenant, je veux dire que maintenant nous sommes plus ou moins d'accord que l'unité nationale connaît, ou du moins vit, des moments difficiles au regard de toutes ces turbulences, de toutes ces crises ambiantes. Quel est le chemin de sortie? Comment ramener la sérénité entre ce que vous avez qualifié des deux groupes autour de cette unité nationale? Quel est le parcours à faire? Ce parcours-là, il n'est pas simple à tracer. Dès l'instant que les gens ne sont pas de bonne foi, tout part de là. Si les Camerounais sont de bonne foi, veulent absolument régler les problèmes de leur pays, ils vont arriver. Nous avons suffisamment d'intelligence dans notre pays pour réfléchir à la question.
Mais en a-t-on la volonté? Je vais parler d'une petite anecdote qu'on voit souvent dans, dans les réseaux sociaux. Il y a des citoyens qui disent, mais notre pays, vendons-le et on se partage les fruits de cette vente-là. Comme ça, chacun prend sa route et il part. Tu veux attendre quoi d'un Camerounais qui réfléchit comme ça? Est-ce que ce n'est pas un boutade aussi? Non, non. Vous pensez qu'ils Je sont vous dis que sérieux dans... le mal est profond, la division est profonde. Quand un Camerounais aujourd'hui souhaite la défaite des lions indomptables, tout simplement parce qu'il estime que c'est le pouvoir qui tire les bénéfices des victoires des lions, mais le mal est profond. Il faut qu'on fasse très attention. Ben, je veux dire ça. Sur quoi peut-on donc ces exemples-là, est-ce que ce n'est donc pas là? Est-ce que ce n'est pas aussi la conséquence? Je veux dire, ceux qui estiment qu'ils peuvent supporter les lions, ils estiment par exemple que la façon dont les joueurs sont sélectionnés ou invités en équipe nationale, c'est pas toujours les meilleurs, c'est pas donc forcément sur les critères objectifs, que la façon dont l'entraîneur est désigné, c'est pas forcément des critères objectifs, que la préparation de l'équipe ne se fait pas toujours dans les meilleures conditions, et ainsi de suite. Est-ce qu'au regard de tout ça, quelqu'un qui est un fanatique de football, qui voit comment tous les dimanches, comment les équipes évoluent en Europe, comment on s'organise les autres équipes à travers le monde pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions, quand on sélectionne les meilleurs et autres, est-ce qu'à la fin de la journée, il se dit, vraiment c'est certes mon pays, mais dans ces conditions, j'aurais du mal à supporter cette équipe? Dipita Tongo. Oui, M. Maïdadi Saïdou. Je dis que ce n'est pas les raisons qui sont avancées. D'accord. Les raisons qui sont avancées sont que si les Lions gagnent, c'est le pouvoir actuel qui tire les bénéfices de la victoire. Je vous le Donc conseille. ça n'a rien à voir avec tout ce que vous m'avez dit. Et ça, c'est quelque chose de grave. Et je vous dis qu'il y a des Camerounais qui sont convaincus, qui sont exclus du pouvoir. Et dans leur imaginaire, puisqu'ils sont exclus du pouvoir, je parlais comme au quartier, bêta sagat sagat. Et ça, ce n'est pas une attitude de responsable. Et ce n'est pas quelques Camerounais marginaux qui pensent comme ça. C'est une bonne frange des Camerounais qui, pour eux, s'ils ne sont pas au pouvoir, mieux on gâte tout. Mais est-ce qu'on peut pas aussi interroger cette attitude dans la crise économique ambiante, la vie chère, le manque d'eau, d'électricité? Est-ce que le fait que les Camerounais désapprouvent, qui c'est peut-être les politiques publiques aujourd'hui, n'est pas également l'expression de ce ressenti? Est-ce qu'il s'agit simplement d'une lutte de pouvoir, du pouvoir pour le pouvoir, ou alors il s'agit d'une volonté d'accéder au pouvoir pour changer un peu la situation des Camerounais qui souffrent? Il y a une donnée qu'on n'a pas introduite ici et qui est venue tout compliquer. Le problème que nous avons dans notre pays aujourd'hui, le multipartisme est revenu. Absolument. Mais nous avons affaire à des partis qui ont une base tribale très prononcée. Voilà où se trouve le problème. L'UNDP en fait partie? Tous les partis en font partie, y compris le parti au pouvoir. Chaque parti a une base tribale claire, même si les gens ne le reconnaissent pas. Mais il faut préciser ici que ce n'est ni la faute des partis, ni la faute des leaders de partis. Parce que tous les leaders, ils veulent que leur parti s'implante partout, sur l'ensemble du pays. La faute revient aux populations qui se reconnaissent en un parti, qui s'identifient à un leader et qui intègrent le parti dirigé par ce leader. Est-ce que ce n'est pas trop facile? Dipita, je suis sur le terrain politique en permanence. Et je sais et je vois ce qui est en train de se passer. Je vous dis que vous ne pouvez pas me donner le nom d'un seul leader qui va dire que moi, mon parti, il faut qu'il s'arrête juste dans cette ville ou bien dans cette région. Non, il veut bien être partout, mais il n'arrive pas. Ils n'arrivent pas, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas.
Donc le mal est profond. Il faut vraiment disséquer tout ça là pour voir comment régler le problème. Donc la dimension ethnique et tribale de nos partis là crée est la base de tous les problèmes que nous avons. On est arrivé à identifier des communautés à des partis. D'abord, identifier des communautés aux partis au pouvoir. On dit que ces communautés sont les communautés du pouvoir. Et identifier d'autres communautés qu'on désigne comme étant des communautés à qui on refuse le pouvoir. C'est catalogué comme ça. Et c'est compris comme ça. Et tant que ça le sera, nous n'irons que de problème en problème. D'accord. Prenons peut-être le deuxième reportage de l'émission. On reste dans le sillage de la célébration de la 51e édition de la fête de l'unité nationale. Évidemment, c'est une fête qui est un événement qui met en symbiose l'armée nationale, l'armée républicaine et les populations. Cela s'est vu encore ici à Douala dans le cadre des journées portes ouvertes de l'armée camerounaise. Le public y a répondu, grandement présent. Suivez plutôt. Ici, le génie militaire, une base miniaturisée ouverte au grand public, l'arsenal dédié à la réalisation d'infrastructures de pointe est mis à découvert. Ils sont également capables de construire en urgence des tranchées et autres bases pour abriter les unités, l'armurerie, les chars et même pour le positionnement des snipers en cas de riposte face à une attaque ennemie. Au cours de l'assaut, la communication entre unités est assurée grâce au bataillon des transmissions. En image, quelques cas illustratifs d'assaut diligentés par le haut commandement. Opération ayant abouti à la neutralisation de plusieurs terroristes. Sur ce plan, le pays brille par une puissance de feu remarquable grâce à sa logistique dernière génération, terrestre, aérienne, maritime. L'armée répond présente, la police également. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, qu'accompagne le ministre des Finances, le patron de la gendarmerie nationale, le secrétaire général de la police et plusieurs hauts gradés sont satisfaits. Le public aussi est conquis par l'opération de charme de la Grande Muette qui a ouvert ses portes à l'occasion de la fête nationale. Le regard et l'appréciation de Olivier Bonziqueux, notre reporter sur place. Revenons dans l'émission de ce soir avec l'invité Seydou Maïdadi Yaya. Il est le secrétaire national à la communication, il l'a rappelé, de l'UNDP, également membre du bureau politique de cette formation politique et enfin un analyste, un observateur politique qui n'en est certainement pas sa première expérience en termes de militant de parti politique. Alors, Seydou, pour poursuivre un peu dans ce schéma de l'unité nationale, parlons de ce que tout le monde appelle l'axe nord-sud, qui pendant longtemps a été caractérisé par un président issu du Nord, dont la partie, le Grand Nord Cameroun, le président Amadou Ahidjo, ensuite qui a été remplacé ou alors qui a passé le pouvoir au président Biya en 82. Cet axe nord-sud aujourd'hui, que pourriez-vous en dire? Y a-t-il encore ces liens forts des gens qui se disent dans le même pays au regard de tous ces problèmes qu'on vient d'évoquer? Y a-t-il encore ce même regard, sachant qu'il y a eu les événements de 84, il y a eu le retour du multipartisme en 90, et de plus en plus il y a cette difficulté quotidienne que les Camerounais ont à gagner leur pain. Est-ce que cet axe, encore cette solidité, le Grand Nord se sent-il encore partie intégrante au Cameroun?
Oui, avant de parler de ça, je voudrais revenir un peu sur notre armée, parce qu'on ne peut pas passer sans, sans que je dise un mot. Bien sûr. Vous savez, il y a eu une très grande réforme, je crois en 2001, si mes souvenirs sont bons. Exact. Après ces réformes-là, notre armée s'est beaucoup améliorée dans son fonctionnement et dans tout le reste. Et est fait depuis du bon travail, du très bon travail. Il faut le reconnaître. Et pour cela, elle doit être félicitée. Vous voyez, depuis 2016, 2017, depuis 2013 avec Boko Haram, on s'est battu pour garder l'intégrité de notre territoire. Et ça, c'est grâce à notre armée et il faut la féliciter. Bien sûr, tout ne marche pas comme sur des roulettes. Absolument. Les brebis galeuses, il y en a partout. Et fort heureusement, avec l'aide des populations, des ONG et de tout le monde pour dénoncer tout ça, le pouvoir prend à cœur ce qui se passe et essaie de sanctionner. Il faut donc encourager le pouvoir à continuer à sanctionner parce que les dérives créées par les brebis galeuses ne doivent pas être tolérées. Absolument. Bon, ceci étant, notre armée fonctionne avec les moyens mis à sa disposition. Elle le fait bien avec les moyens mis. Bon, ce qu'il faut peut-être décrier, c'est des problèmes qu'il y a au niveau des recrutements et des promotions. Parce que quelquefois, on sent l'élément tribal qui revient. Dans l'armée. Dans l'armée, oui. Il faut donc que le pouvoir arrive à faire un peu attention là-dessus. C'est une armée qui doit contenir tous les Camerounais, faire en sorte que, qu'ils aient les mêmes droits et les mêmes devoirs. Bien sûr que ça ne va pas se passer sans problème, mais avec un bon système de contrôle, une bonne volonté politique, on peut toujours arriver. Bon, maintenant, pour l'axe nord-sud, je dirais tout simplement que c'est juste une construction mentale. Comment ça? L'axe nord-sud est juste une construction mentale, totalement irréaliste. Il n'y a pas eu d'axe nord-sud hier, il n'y en a pas aujourd'hui, il n'y en aura pas. Vous voyez, du temps du président Ahidjo, pourquoi est-ce que Kemajou est devenu président de l'Assemblée? C'était une volonté du président parce qu'il a mené des négociations et il a fait des alliances avec l'Ouest. Il n'a pas fait l'alliance avec le Sud, il a fait l'alliance avec l'Ouest. Et c'est au gré des stratégies d'alliance que nos dirigeants se comportent. Il n'y a pas un axe prédéfini. Et aujourd'hui, on le constate également. Le président qui est secrétaire général du RDPC, qui est deuxième personnalité du pays, ce n'est pas des gens du Nord. Donc on ne peut pas nous parler d'axe Nord-Sud. Pour moi, je l'ai toujours dit, c'est une construction mentale. D'ailleurs, qui ne peut même pas se comprendre. On est en train de parler d'unité nationale. Comment voulez-vous assurer l'unité nationale en excluant certains? Ce n'est pas possible. Donc cette politique d'axe, excluant certains, est même inimaginable. Même si elle existe dans la tête de certains, il faut très bien qu'on arrive à les dissuader le plus rapidement possible. Parce que c'est un axe de réflexion très dangereux. Partagez-vous cette analyse, cette volonté, cette idée de notre illustre cher confrère aîné, Guibaï Gattama, qui estime que le pouvoir reviendra au Nord, après Biya? Toutes les communautés de notre pays peuvent avoir la même démarche que Guibaï Gattama, sans pour autant que ça crée un problème. Pourquoi ça devait créer un problème? Aujourd'hui, un Camerounais de l'Est
peut décider que le pouvoir doit revenir à l'Est et il met en place une stratégie et une dynamique pour y arriver. C'est légitime. Chaque Camerounais, légitimement, doit aspirer à diriger ce pays. Et il ne faut pas, parce que, bon, c'est quelqu'un du septentrion, parce que je sais que cette affaire de Guibaï Gatama a soulevé beaucoup de passion, mais c'est pour rien. Peut-être que, bon, parce que c'est le septentrion, j'en sais rien. Peut-être parce qu'on dit que c'est une région très peuplée, ça peut créer un certain nombre d'inquiétudes, mais je ne vois pas. Je crois que Guibaï est dans son droit. Il y a surtout que c'est la région du premier président de la République. Mais le premier président n'a pas choisi à être de cette région. Bon, il se trouve qu'il est de cette région, c'est tout. Et après, c'est quelqu'un d'autre qui est venu. Et donc, après, pour vous, c'est une vue de l'esprit, l'axe nord-sud. Pour moi, c'est une construction mentale. D'accord. Et vous estimez que le pouvoir ne devrait pas systématiquement revenir au nord? Pas systématiquement, mais les fils du Nord peuvent se battre pour que le pouvoir leur revienne, tout comme les fils des autres communautés. Moi, je ne vois aucun problème de ce côté. D'accord. Évoquons à présent une autre thématique qui, évidemment, fait partie de cette crise, j'ai failli dire latente, mais qui commence à se voir à travers le discours. On parle de plus en plus du discours haineux. On parle de plus en plus de tribalisme. On voit dans l'espace médiatique public, et même souvent simplement dans l'espace public, c'est cette manifestation, cette expression du tribalisme qui tend à prendre de l'ampleur. Pour vous, quelles en sont les causes exactes? Je crois que je vous ai dit dès l'entame le problème de division des Camerounais, le problème d'indexation des communautés, soit à l'appartenance du pouvoir, soit exclues du pouvoir. Ça, c'est l'environnement qui a créé tout cela. Mais le problème ne revient. Le pouvoir a certes la responsabilité de régler ce genre de problème. Mais ce tribalisme ne se trouve pas seulement... on a l'habitude de dire que c'est un tribalisme d'État. Certes, il y a des cas où, quand on analyse très bien, on comprend que l'État gère très mal cet aspect. Comme lesquels? Quand je vous ai parlé de nomination, c'est quand il y a les nominations que les gens se réveillent pour comprendre que il y a quand même un déséquilibre dans ces nominations. Je crois qu'il faut, autant que faire se peut, éviter des déséquilibres dans les nominations. C'est pour cela que les gens critiquent beaucoup comment ça s'appelle encore là? La commission Msongue? Non. L'équilibre régional. Ah, d'accord. L'équilibre régional était une politique bien pensée. Mais l'équilibre régional... Tout simplement a été mal exécuté. Il faut donc revoir ça. Bon, d'abord, je voudrais dire que l'équilibre régional, ce n'est pas pour remplacer les méritants par les médiocres. Non. Même quand on donnait un quota à une région, il était question de statuer sur les élèves qui avaient plus de 12,5 de moyenne. Donc, c'est des gens, c'est des Justement, l'équilibre régional, c'est plus le niveau académique pour l'accès à certains concours. Non, pas dans les écoles. Est-ce que c'est pour les nominations dans les administrations, dans le gouvernement, Non, je dis, oui. Dès l'instant qu'il y a des déséquilibres dans les nominations, on ne peut pas laisser passer ça comme ça non plus. Il faut faire très attention. Peut-être s'inspirer de ce qui a été fait pour d'autres secteurs pour voir comment régler ça. Ce qui est sûr, c'est que vraiment, nous avons intérêt à comprendre que ce pays-là nous appartient à nous tous. Ça, c'est fondamental. Ce pays nous appartient à nous tous. Que ceux qui sont au pouvoir le comprennent,
que ceux qui ne sont pas au pouvoir le comprennent également. Quand je dis que ce n'est pas seulement l'État qui gère mal les choses, mais on voit dans les entreprises familiales et tout, comment est-ce que les recrutements sont faits. Mais c'est un autre aspect du problème. Un autre aspect du problème. J'écoute très souvent les problèmes qu'il y a ici, à Douala, avec les problèmes communautaires entre les autochtones, les allogènes. Bon, je profite pour faire un coucou à mon ex-camarade du SDF, Elimbi Lobé, qui se bat beaucoup dans cet aspect. Vous partagez ses positions? Il est mal compris, tout simplement. Mais le fond de ce que Elimbi Lobé dit est juste. Peut-être que la manière, il est un peu brut, mais ça dépend de son caractère, de son comportement. Mais il dit des choses qui sont vraiment exactes. Mais quand il dit qu'on ne comprend pas que ici dans le littoral, qu'il y ait plus de parlementaires d'une autre communauté que de parlementaires autochtones, mais c'est défendable. Je dis que c'est défendable. Je sais que ça sera très mal pris, mais je dis que c'est défendable. Il faut qu'on fasse un peu plus attention. En même temps, la réponse qui lui est donnée, c'est que Douala est une ville cosmopolite qui reflète quand même l'ensemble des représentations sociologiques du Cameroun. Je veux dire que c'est désormais une multitude d'appartenances que l'on retrouve ici. Est-ce que tenir ce discours, justement, ne tend pas à heurter ces sensibilités, ces autres sensibilités-là? Et c'est pour cela que quand on recrute dans les entreprises aussi, on ne fait pas l'équilibre là. Non, il y a trop de mauvaise foi dans ce que les gens disent et dans ce que les gens font. Tout le problème est là, c'est la mauvaise foi. C'est la mauvaise foi. Oui, parce que ceux qui disent que Douala est une ville cosmopolite, ça veut dire quoi? Est-ce que on est parti d'une zone X pour ici, parce qu'on veut être parlementaire? Non, on est venu pour faire autre chose, pour se chercher, pour organiser sa vie, pour s'en tirer ici. Est-ce que c'est uniquement pour être parlementaire? Non. Parlementaire, parce que la notion de parlementaire, surtout à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est ce qu'on appelle la représentation nationale. Ça veut dire qu'on doit y retrouver toutes les communautés, autant que faire se peut. Je vais vous raconter une anecdote. En 2010, j'ai eu un entretien avec le président national de l'UNDP. Bello Bamaïgari, le ministre d'État. Oui, que je salue au passage. Je lui ai émis le vœu d'être candidat aux législatives dans le Mfundi. Je lui ai dit qu'il y a des possibilités pour que je gagne. Il m'a dit non, le problème n'est pas à ce niveau. Le problème est au niveau qu'il se fait de la représentation nationale. Et c'est comme ça que ça a marché depuis la première République. Représentation nationale. Moi, n'étant pas du département du Mfundi, il n'y a pas de raison que je me retrouve dans la représentation nationale pour le compte de... Est-ce qu'on peut encore avoir cette vision aujourd'hui dans un pays qui se veut dynamique, libre circulation des biens et des personnes, libre investissement sur l'ensemble du territoire national, dans un pays où certains peuvent librement... Les investissements, ce n'est pas seulement en politique. Maintenant, les gens veulent investir en politique. Mais que diriez-vous à quelqu'un, que diriez-vous par exemple à quelqu'un qui n'est peut-être pas de Garoua, qui est né là-bas, qui a grandi là-bas, qui envoie ses enfants à l'école là-bas, qui travaille là-bas,
qui construit sa maison, qui fait des investissements sur place et qui voudrait devenir représentant de la cité marois ou garois, alors qu'il n'est pas forcément originaire. Est-ce que ce n'est pas une vue Est-ce que ce n'est pas une vue à l'ancienne? Il peut entrer au conseil municipal dans une des communes de Garoua. Pourquoi ne peut-il pas être député? Non, parce qu'il ne fait pas partie de la représentation nationale. Je dis, si le Fali, tu penses que le Fali a la possibilité d'être député dans la Bénoué? Et il ne faut pas qu'il soit en concurrence avec quelqu'un qui peut l'être ailleurs. Le Fali ne peut pas être député ici dans le littoral. Mais quel est le fondement de cette réflexion? Mais non, le problème, je dis, ce que nous oublions, c'est que l'ethnie est une dimension importante de notre organisation sociale. On n'y peut rien. Il faut donc en tenir compte. Et dans toutes les stratégies, on peut tenir compte de tout cela. Le Fali, il a plus de chances d'être député dans la Bénoué. Pourquoi veux-tu que quelqu'un parte d'Idenao pour chercher à être député dans la Bénoué? Parce qu'il vit là-bas. Parce qu'il vit là-bas. Et je suis dans les débats des gens qui reviennent sur la notion de la République. La République, il faut qu'on fasse très attention. La République ne peut pas nier l'existence des ethnies dans une société multitribale et multiethnique comme la nôtre. Nous n'allons pas penser la République comme il est pensé dans d'autres sociétés. La République dans une société multitribale et multiethnique a une connotation qui est liée à l'existence de ces tribus. La République ne peut pas nier l'existence de ces tribus. Tous ceux qui prennent le raccourci en se cachant derrière la République pour des agendas inavoués, ils me font plus rire qu'autre chose. Oui, mais est-ce qu'un tel discours, est-ce qu'un tel positionnement, je prends la question un peu autrement, si les pays dits développés aujourd'hui s'étaient dit on ne peut pas être représentant d'une telle région si on n'est pas originaire, un pays comme les États-Unis, comme la France, comme le Canada, ne serait peut-être pas là où ils sont aujourd'hui en termes de développement. S'il faut toujours que les natifs locaux soient ceux-là qui impulsent le développement local, les investissements locaux, la représentation locale. Toute cette démonstration-là tient tout simplement parce que les populations qui se sont déplacées ont trouvé des terres absolument vierges. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Ils sont restés. Ils n'ont pas rencontré résistance. Ou bien ils ont rencontré des résistances. Ils ont annihilé toutes ces résistances. Ils se sont organisés. Il n'y avait pas personne n'est venu dire. Ils étaient tout seuls. Voilà pourquoi ils se sont organisés comme ils se sont organisés. Chez nous, c'est différent. Chez nous, c'est différent. Il faut donc qu'on fasse très attention à ça. D'accord. Alors aujourd'hui, l'heure est à la lutte contre les discours haineux. Quel est le schéma pour vous? Comment est-ce qu'on résout cette problématique? Comment est-ce qu'on essaye de tempérer ce qui semble véhément autour de cette problématique? On va dire tout le temps les mêmes choses. Tant que notre société sera divisée, il y aura les discours haineux. Surtout que, comme j'ai dit, les tribus sont indexées, soit au pouvoir, soit contre le pouvoir. C'est un véritable problème. Il faut d'abord voir comment régler ça. Mais sinon, bon, pour arriver à bout des discours haineux, c'est le schéma classique pour régler un problème. Il faut la sensibilisation. C'est pas peut-être jusque dans les programmes scolaires. Il faut vraiment... parce que les discours haineux sont récents. Et moi, je lis ça au multipartisme qui est arrivé chez nous. Surtout la consolidation et la conservation du pouvoir par un seul camp. Tout ça peut concourir
à ce qui est ces discours. Mais nos populations, nos ethnies cohabitaient hier. Bien sûr que le tribalisme a toujours existé, mais ça s'arrêtait juste au niveau des blagues, des moqueries, ça n'allait pas plus loin. Aujourd'hui, on a atteint des sommets véritablement dangereux. Donc on a eu tort dans le multipartisme. Non, c'est trop facile de dire ça aussi comme ça, mais on n'a pas fait attention. On n'a pas fait attention quand on est allé au multipartisme. On n'a pas mis un certain nombre de verrous. Bon, même maintenant, je pense que c'est pas tard. Comment est-ce qu'on peut régler ce problème dans notre pays? Vous voyez, 320 partis, c'est beaucoup. Ça peut correspondre aux 320 tribus que nous avons. Principe de liberté de création des partis. La loi actuelle est bonne. Si vous voulez créer votre parti, vous le créez. Mais il faut qu'on modifie la loi. Par la suite, qu'est-ce qu'on fait? Je vois plein de partis qui ne vont jamais à une élection, alors que le parti politique a vocation à aller à une élection. Pourquoi ces partis devraient-ils continuer d'exister? Il faut réfléchir à ça. Il y a plein de partis incapables d'avoir 5% dans une circonscription municipale. Pourquoi voudrez-vous que ce parti continue d'exister? Il faut revoir ça, voir comment modifier la loi. Chez nous, cette multitude de partis ne nous avance à rien. Ça nous crée plus de problèmes. D'accord. Pourquoi ne pas aller vers des courants politiques? Parce qu'il y a des courants importants dans notre pays. J'en vois essentiellement 4 ou 5. 4 ou 5 courants politiques. Si on peut arriver à je crois qu'au Sénégal, on avait essayé de faire ce genre de réforme-là, limiter le nombre de partis. Il y a des gens qui ont conceptualisé l'aïdioïsme comme courant de politique. Ça peut se tenir. Il y a des gens qui ont travaillé sur le biaïsme. Ça peut être un courant de pensée. Bon, nos amis de l'UPC ont toujours parlé du nationalisme, même comme, moi je leur conteste cette appellation parce qu'ils ne sont pas plus nationalistes que les autres. Ça peut constituer un courant de pensée. Bon, je ne sais pas s'il y a un autre encore qui peut venir, mais on peut tout le monde. Le communautarisme. Le communautarisme. Oui, mais puisque le repli identitaire est une idéologie politique. Vous parlez par exemple des immigrants tout à l'heure. Donc, si on avait ces courants de pensée et on obligeait cette multitude de partis-là, chacun à choisir son courant de pensée. D'accord. On reviendrait peut-être à 4 ou 5 courants de pensée. Certainement que le débat politique allait être nettement meilleur. Repartons à la régie sous la maestra de Adonis Yamen qui réalise ce programme pour parler cette fois-là d'une démission qui a fait parler plus cette semaine au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Le professeur Sostène Médard Lipot a donc décidé de claquer la porte et a présenté sa démission. Reportage. Au début du mouvement étaient des intellectuels, dont le professeur Alain Foguet, toujours militant du MRC, mais incarcéré. Fabien Assigana, parti en 2016, en évoquant des raisons de divergence, aussi bien dans la vision politique que dans la méthodologie adoptée pour la conduite du parti. Martin Amba, parti en 2021, reprochant à Maurice Kamto d'avoir pris de manière unilatérale la décision de boycotter le double scrutin du 9 février 2020. D'autres noms peuvent également être cités, entre autres Franck-Hubert Ateba, Joseph-Marie Elundou, Claude Abbé, ou même encore Mathias Eric Ounangini, tous ou presque tous ayant désormais pris leur distance avec le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Aujourd'hui, c'est un autre départ qui fait grand bruit, celui du docteur Sostène Médard Lipot, membre fondateur du parti et conseiller spécial de Maurice Kamto.
Sans s'étendre, il donne dans un tweet les raisons de sa démission. Des extrémistes ont pris le parti en otage. Extrémiste, un thème qui rappelle celui utilisé en son temps par Paul-Éric Kinguet de regretter mémoire, allié de Maurice Kamto pendant l'élection présidentielle de 2018. Taliban, pour désigner les militants extrémistes du parti de Maurice Kamto, ceux qui ne tolèrent pas les personnes qui ne pensent pas comme eux. Paul-Éric Kinguet est décédé, mais l'expression, elle, a survécu au point d'être régulièrement utilisée par un autre ex-cadre du MRC, Célestin Djamène. D'ailleurs, ce dernier s'est souvent étonné du silence de Maurice Kamto face aux violences verbales subies par ceux qui pensent d'une façon différente. Le même silence a longtemps meurtri Christian Pendey Koka, également allié de Maurice Kamto pendant l'élection présidentielle de 2018. Malheureusement, la gestion d'une collecte de fonds Covid-19 viendra consacrer l'effritement des relations entre les deux hommes. Selon des indiscrétions, certains militants seraient aujourd'hui dans la posture de Sosthène Médard Lipote, reprochant sous cap des choses au directoire du MRC. L'avenir nous en dira plus. Alors, Saïdou Maïdadi, vous êtes, j'ai failli dire, un spécialiste de la transhumance politique. En 2002, vous partez du SDF pour l'AFP, et puis vous partez de l'AFP pour l'UNDP. Vous comprenez la position de Sosthène Lipote? Oui, je voudrais d'abord parler de ce que vous appelez transhumance politique. D'accord. Pour vous dire tout simplement que non, j'ai l'habitude de blaguer en disant que moi, en tant que Peul, la transhumance, quelque chose de naturel. Le nomadisme, c'est quelque chose de naturel, parce que je suis berger. Le président national de l'UNDP vous suit. Et si, ouais, bien sûr, et si la transhumance ou bien le nomadisme ont sauvé le bétail, ce n'est pas l'être humain que la transhumance donc et le nomadisme. Vous continuez vos marches. Moi, je sais que il est plus logique de parler d'expertise politique. Qui c'est peut-être pas de transhumance. Vous êtes déjà proche, aujourd'hui, du RDPC, peut-être que vous y entrerez une fois. Non, le RDPC, j'ai eu l'occasion d'entrer au RDPC à plusieurs reprises. Eux-mêmes, dans le nomadisme politique, on ne sait jamais où les chemins mènent les acteurs politiques. Ils savent que je ne peux pas entrer au RDPC. Ça a été essayé plusieurs fois. Je ne veux pas entrer dans le détail. Qui a tenté de vous séduire? Moi, je parle d'expertise politique. D'accord. Et Sosthène Médard Lipote vient de démissionner du MRC. Mais il est courtisé par tout le monde. Vous aussi, vous l'invitez? Mais bien sûr. Vous n'avez pas besoin de lui? Mais si, ouais, il peut faire un très bon communicateur chez nous. Ça veut dire que la transhumance n'est pas quelque chose de mauvais. Qui se moque de ceux qui partent? C'est ceux qui sont restés. Mais ceux chez qui vous allez, eux, ils sont très contents d'une nouvelle arrivée. Donc, c'est très subjectif quand on parle de transhumance, de nomadisme. Est-ce que ça ne fait pas aussi preuve de... Vous savez que pour ceux qui restent, c'est souvent, vous êtes souvent indexés comme des traîtres, comme ceux qui n'ont pas pu être à la hauteur. C'est des gens qui n'ont rien compris à la politique. Pourquoi doit-on vous traiter de traître quand vous quittez une formation politique? Vous étiez venu pour travailler pour quelqu'un. On entre librement dans un parti politique et on en sort de la même manière, librement. Pourquoi doit-on parler de traîtrise? Non, que les gens restent avec leur mauvaise foi. Est-ce que pour vous, c'est la symbolique d'un malaise au sein du MRC? Mais bien sûr. Le malaise y est. Et vous savez, la plupart des idéologues du MRC viennent du SDF. C'est nos anciens camarades au SDF. Le problème du MRC, c'est qu'il n'a pas tiré les leçons du SDF. C'est-à-dire? Mais parce que le SDF est passé par tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, ça n'a jamais marché, mais ils continuent. Ils n'ont jamais tiré les leçons. Bon, pour revenir à Lipote tout à l'heure, et vous allez comprendre, je veux parler de moi-même. Je rentre de France
comme étudiant, après avoir eu une expérience politique de gauche. J'étais au Parti communiste français, j'ai même flirté avec la Ligue communiste révolutionnaire. Je me suis initié au syndicalisme, ça c'était quand j'étais étudiant. Quand je rentre maintenant, en 90, quand les partis sont sur la place politique, j'étudie tous les textes fondateurs des partis. Et c'est le manifeste du SDF qui avait accroché mon regard. J'ai donc décidé d'entrer au SDF. Je ne connaissais personne, je ne connaissais pas Frundi. J'ai eu l'occasion seulement de rencontrer feu Dr Siga Asanga, le tout premier secrétaire général du SDF, qui a appris que il y a un monsieur qui a installé le SDF partout dans sa zone, là où il vit, à Maga. Il est venu, il a trouvé que j'ai eu les statuts et le manifeste du parti. Comme j'avais une bonne formation politique, moi j'ai installé toutes mes structures. Quand il est venu voir, mais il était émerveillé. Une fois rentré, il a fait comme coopte au NEC, comme vice-président de la commission des relations Comité exécutif national. extérieures. Ouais. C'est comme ça que Frundi me connaît, mais il ne me connaissait pas. Donc moi je suis entré parce que ça... Mais j'ai eu beaucoup de problèmes au SDF parce que les gens, ils voyaient le travail que je faisais, mais ils ne croyaient pas trop en moi. Et la situation s'est compliquée quand mon vieux a été nommé ministre. À l'époque, il y avait une réunion du NEC tous les 2 mois. Je prenais part à toutes les réunions. Mais quand j'étais de passage à Yaoundé, je logeais chez mon vieux, ce qui est tout à fait normal. Bon, ça me dispensait des frais d'hôtel et tout. Mais on ne parlait pas politique. Mais les gens ne comprenaient pas. Vos camarades ont pensé Fils de ministre, non, il est là en train de nous espionner, c'est tout, c'est des histoires, et on ne peut pas croire. Et le jour où j'ai quitté le SDF, on dit, n'est-ce pas comme vous avez dit? Non, c'est pour vous dire que vous avez fini, vous avez terminé votre mission. La dimension et vous ont dit que vous avez terminé votre mission. Ah ouais, j'ai terminé. On vous envoie en mission ailleurs. Donc, la dimension tribale dans nos partis est quelque chose de... Mais est-ce que le SDF a eu le même problème sur le tribalisme? Mais bien sûr. Tu n'as certainement pas connu le problème du remplacement de Siga Asanga. Mais c'était une bataille terrible. Hein? Les gens s'étaient positionnés. Bon, pour les bon, je vais appeler ça comme ça pour que les gens comprennent. Hein? Pour les anglophones, il n'était pas question que le SG soit Bamileke. Et pour les Bamileke, il fallait absolument récupérer ce poste-là. Ça finit pratiquement en des batailles. Et le jour où on a désigné le nouveau secrétaire général, puisque la communauté de l'Ouest avait présenté Kamdoum comme candidat pour être secrétaire général, et de l'autre côté, on est allé dégoter Asongani quelque part pour être candidat, pour être secrétaire général. Et je vous dis que les résultats, c'était 18 contre 17. Aux élections. Il y a eu une élection au sein du NEC. C'était 18 contre 17. En fait, c'était même 17-17. Il y a eu une camarade retardataire, je peux citer son nom ici, c'est Coucou Paulette, qui est arrivée. Bon, normalement, elle ne devait pas voter, puisqu'elle est arrivée en retard. Ouais, en retard. Mais comme elle était identifiée, on savait de quel côté elle allait voter. Ah, on lui a permis de... Elle a voté, c'était certainement le 18e suffrage. Voilà donc comment Asongani est devenu secrétaire général du S. Donc, je vous dis que cette dimension tribale-là, on ne me croyait pas. Y a-t-il aussi le tribalisme à l'UNDP? Mais le tribalisme, il existe partout. Il existe partout. Comment chez vous ça se manifeste? Peut-être avec... bon, chez nous, je dirais que c'est moindre. Ce n'est pas parce que je suis à l'UNDP. Hein. Et je l'attribue
à la personnalité du président national de l'UNDP. Bon, c'est quelqu'un qui a été dans l'entourage, dans l'ombre du président Ahidjo. Ils avaient travaillé. C'était une façon de concevoir le pays. Et il est resté le même. Je crois que c'est lui qui a fait en sorte que le tribalisme ne soit pas visible dans l'UNDP. La preuve, on a un seul sénateur, mais qui est de l'Ouest. Comment peux-tu expliquer ça? Nous avons des ministres qui ne sont pas du Nord. Bon, tout ça, c'est la volonté du président national. Peut-être que c'est sa personnalité qui a fait en sorte que ça se ressente moins. Mais sinon, mais tu entends les camarades. Mais quand Ngayapa a été nommé sénateur, bon, les gens ont très mal pris ça. Et comment est-ce que tous les grands militants qui travaillent pour le parti, ils ne peuvent pas devenir sénateurs, mais on va prendre quelqu'un d'autre qui vient de... Tout ça, c'est du tribalisme. Il faut seulement faire très attention. Et je crois que le président national, de ce côté-là, il se bat vraiment pour que ça ne soit pas un phénomène important dans le parti qu'il dirige. Retournons à la régie une fois de plus avec ce reportage sur les 1 an de Dikolo. Vous le savez, cette bourgade ici dans la ville de Douala, au quartier Bali, qui a connu un déguerpissement jusqu'ici incompris des populations locales. Suivez plutôt. De noirs vêtus, vivants ou même décédés, représentés ici par leurs images, ils ont tous tenu à venir commémorer un triste anniversaire. Nous voulons rappeler au monde que ce qui s'est passé il y a 1 an, nous ne l'oublierons jamais. Nous ne l'oublierons jamais parce que c'est des familles, c'est des natifs d'ici qui ont été détruites et que cela ne se reproduise plus jamais. Ce sont environ 70 familles désormais en villégiature après le déguerpissement du samedi 14 mai 2022. On garde espoir. On ne peut pas ne pas garder espoir parce que c'est notre village. On n'a pas d'autre village. On est né ici. Moi, je suis né ici. Mon cordon ombilical a été enterré ici. Ma mère est née ici. Sa maman était née ici. C'est notre village. Alors quand on nous déloge comme ça, là, où est-ce qu'on va aller? Un des piliers de la famille et acteur du combat ayant rangé son arme avant cette commémoration, les enfants ont désormais le regard rivé vers le président de la République. Parce que quand j'entends que le chef de l'État a envoyé $1 million au président turc pour le tremblement de terre qu'il y a eu là-bas, et que les enfants de Dikolo n'ont même pas eu un sac de riz, 1 kilo de riz, c'est révoltant. Donc s'il est là, je ne pense pas que les Turcs sont des Camerounais. Il faudrait qu'il regarde ses enfants, ceux qui sont là, qui le portent et montrer qu'il est intéressé par ce qui nous arrive, qu'il est concerné par ce qui nous arrive. Mais il n'y a rien, il n'y a eu aucune assistance. Des assistances de victimes d'actions similaires sont toutefois présentes. Notre solidarité absolue à tous les Sawa qui subiront ou subissent ou qui ont déjà subi cette atrocité de perdre sa terre natale, de se retrouver étranger dans son propre territoire, dans son pays, dans sa ville natale. Personne ne peut imaginer la souffrance que c'est. Hélas, le silence assourdissant de Yaoundé depuis que l'événement de Dikolo s'est produit démobilise même la population telle que vous le voyez aujourd'hui. Les gens ont l'air de baisser les bras, ils n'y croient plus, parce qu'ils ne savent plus à quel sein se vouer. Ce dimanche 14 mai 2023, 12 mois après le déguerpissement, ils sont retournés sur le site avec en tête de file le roi Bel. Autorités religieuses, civiles et politiques, ils ont parcouru les rues de Bali afin d'entendre leur voix et faire bouger les lignes. Ce combat, ce rassemblement aujourd'hui, on l'a accompagné depuis qu'il y a eu l'idée pas de fêter, mais voilà, de commémorer cette date de sinistre mémoire. Voilà, je pense que la moindre des choses, c'était que
comme je suis à Douala, que j'en profite pour être là à cette réunion. Je pouvais ne pas être là. Je sais qu'il y a des gens qui disent que ça ne sert à rien, mais justement je pense que c'est plutôt le contraire. Si le peuple savant ne s'était pas levé, je ne pense pas que déjà le processus administratif se serait pas arrêté. Voilà. Les résolutions de la commission ad hoc, les querelles autour du titre foncier numéro 750, réaction du gouvernement, notamment le chef de l'État, indemnisation ou recasement des déguerpis sont quelques-unes des attentes de ces populations qui n'ont désormais que leurs yeux pour regarder grandir la végétation sur ce qui jadis leur servait de lieu d'habitation et même de village. Saïdou Maïdadi, vous accompagnez les populations de Dikolo dans ce combat pour retourner à leur terre? En tout cas, dans le cœur, je suis absolument avec ces populations. Peut-être que je n'ai pas posé un acte politique concret pour le prouver, mais ces populations sont victimes d'une injustice et il faut que cette injustice soit réparée. Ça, c'est le principe. D'accord. Ça, c'est le principe. Bon, maintenant, on va retrouver tout ce qu'on a dit à cette émission dans cette affaire de Dikolo. Parce que la terre rapporte. Tout ce qui se passe là, c'est la bataille pour la terre, l'accaparement des terres pour faire ci, pour faire ça. Et là-dedans, on va donc retrouver tout ce qu'on a débattu ici. République, tribalisme, ethnie, tout ça est lié. Mais c'est juste des prétextes. Laissons le Cameroun, allons jusqu'en Palestine. La bataille qui est entre la Palestine et Israël, si vous l'étudiez très bien, vous allez comprendre que on a mis la religion devant comme prétexte, mais ce n'est ni plus ni moins qu'une bataille pour la terre, une bataille pour l'eau. C'est exactement ce qui se passe ici. On va trouver tous les prétextes, on va parler de république, on va parler de ceci, mais le fond, c'est que la terre rapporte et on veut s'en accaparer. Bon, maintenant, la République est venue trouver des ethnies, des tribus, des communautés. Pour nous, la République, c'est quoi? C'est un modèle importé, c'est un concept importé qu'on ne maîtrise même pas très bien. Ce concept-là devait être adapté à notre environnement. Ça n'a pas été fait. Avec les problèmes qu'il y a, c'est peut-être le moment de le faire. C'est certainement le moment de le faire. Parce que de plus en plus, on comprend que tous les modèles importés ont échoué chez nous. Tous. Il nous revient aujourd'hui de mener une grande réflexion pour créer nos propres modèles de démocratie, propres modèles de développement. On laisse de côté tout ce qu'on cherche à nous imposer. Si nous travaillons tous ensemble, avec la bonne volonté, sans mauvaise foi, rien ne peut nous dépasser et on pourra arriver à la résolution de tous nos problèmes. Et là, vous résumez un peu la question foncière de façon générale au Cameroun, dans nos cités, notamment. Il faut la reprendre de bout en bout. On a oublié que la République, que l'État était un modèle importé et qui a échoué chez nous. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Asseyons-nous et trouvons des solutions. Même dans les États modernes. En Grande-Bretagne, par exemple, il faut relire, il y a un certain nombre de dispositions prises là-bas pour protéger les terres des autochtones. Il le faut ici. Tu n'es quelque part. Parce que la situation économique, la situation politique a fait en sorte que d'autres viennent s'installer, récupérer les terres. Qu'est-ce que vous allez devenir? Parce que si on laisse, les autochtones n'auront plus rien, puisque le fossé ne fait que s'aggraver entre les riches et les pauvres.
les riches deviennent de plus en plus riches. Et ils sont prêts à tout acheter. À tout acheter. Eux, ils n'ont pas de sentiments. Tout ce qui leur importe là, c'est comment fructifier leur richesse. Et ça, c'est intolérable dans un État. On doit mettre l'accent sur tout ça. La réforme foncière, il faut la reprendre de bout en bout. Déjà, les lois au départ étaient maladroites, étaient mauvaises. À cela vient s'ajouter l'avidité des fonctionnaires véreux qui s'occupent de ce genre de problèmes. Et on arrive à la catastrophe que nous connaissons maintenant. Alors tout ceci intervient dans un environnement marqué, ou alors dit par certains, de succession. Succession qui c'est peut-être du président Biya. C'est vrai que les militants du RDPC le savent encore, ou alors le souhaitent candidat en 2025. On a vu des appels, notamment de la jeunesse réunie de l'autre côté de l'extrême nord, je crois, par le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi. Mais tout ceci intervient quand même dans un environnement où, notamment au sein de l'opposition, on estime que le président de la République, Paul Biya, le président actuel, doit passer la main définitivement. Vous, à l'opposition, comment est-ce que vous percevez cette actualité-là? Bon, je commencerai par le ministre Manaouda. Je ne vais pas aller très loin. Je constate seulement qu'il n'avait pas qualité pour aller... Qu'est-ce qui lui enlève cette qualité? Est-ce qu'un militant d'une sous-section, d'une section, est-ce qu'un militant du RDPC ne peut pas se lever et puis organiser un meeting? Le RDPC est structuré et bien organisé. Hein? Le parti a défini des légitimités. C'est pour cela qu'on a désigné les responsables de ceci et de cela. Lui, il a fait fi de tout. Bon, c'est un problème qui concerne son parti. Est-ce qu'il y a une contestation interne au RDPC pour dire qu'il n'en avait pas le droit? Est-ce que les responsables locaux du RDPC, ou alors est-ce qu'au comité central, quelqu'un lui a dit attention, tu as fait une faute? J'ai juste fait un commentaire là-dessus, mais en fait, ça ne me concerne pas. D'accord. Tout ce que je sais, c'est que le président Biya lui-même a dit que le moment venu, il va nous dire s'il se porte candidat ou bien s'il rentre au village. Ça veut dire qu'il sait déjà exactement ce qu'il va faire. Donc, il n'a besoin de personne pour l'aider à faire son choix. C'est tout ce que je peux faire comme commentaire. Dans cette perspective-là, quel peut être le jeu ou le rôle des partis politiques, notamment de l'opposition? Vous observez juste, vous attendez pour préparer les élections, vous attendez 2025? Non. Les partis de l'opposition, c'est le moment. Et je crois que je ne voudrais pas parler à la place de mon président national. C'est peut-être le moment pour notre parti de jouer son rôle de leader de l'opposition. Parce qu'on nous demande si on est de l'opposition. Mais bien sûr, on est un parti de l'opposition. Ce n'est pas parce qu'on étant au gouvernement, en ayant une plateforme. Mais oui, quand il faut travailler pour le pays, vous vous arrangez sur un certain nombre de points. C'est tout. Et vous vous en tenez là. Mais vous faites partie de la majorité présidentielle. Mais non. À travers votre plateforme, vous soutenez le gouvernement. En politique, les mots ont leur sens. D'accord. Moi, je dis seulement que mon parti a fait une plateforme avec le parti au pouvoir. Vous se retrouvez dans la majorité présidentielle? Non, ce n'est pas la majorité présidentielle. Pour plusieurs raisons. Et vous allez voir la différence entre mon parti et tous les autres. D'accord. Qui dit... Bon, déjà, eux, ils se réclament être de la majorité présidentielle. Eux, ils ont décidé. Ils n'ont même pas de plateforme écrite avec le parti au pouvoir. Ils ont décidé comme ça d'être de la majorité présidentielle. Ils ont déjà dit que tant que le président Biya est candidat, ils vont soutenir cette candidature. Chez nous, c'est différent. C'est à chaque fois qu'il y aura une élection présidentielle que le comité central va se réunir pour voir quelle est la position adoptée par l'UNDP. Est-ce que l'UNDP va se présenter à cette élection
Ou bien est-ce que si l'UNDP ne se présente pas, elle va soutenir. Mais pour vous, que veut dire la majorité gouvernementale? Pardon? À quoi renvoie la majorité gouvernementale pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire, majorité gouvernementale? La majorité gouvernementale, c'est-à-dire que nous faisons partie du gouvernement. Nous sommes liés par la solidarité gouvernementale. Mais la plateforme qui lie le RDPC à lui n'est pas un accord électoral. Et il faut très bien comprendre, et c'est très important. Tout à l'heure... Autrement, si le président Biya est candidat en 2025, vous ne lui garantissez pas systématiquement votre soutien. C'est ce que vous voulez dire? On ne lui a jamais garanti le soutien. C'est quand le comité central va se tenir qui va décider, qui va faire ce qu'il faut. Bon, tout à l'heure, bon Dieu, ça m'a échappé un peu. Tu m'avais demandé si on n'était pas un parti au pouvoir. Un parti de la majorité non, au pouvoir. Non, parce que tu as dit au pouvoir. D'accord, allons-y. C'est que la Constitution même a réglé ce problème. Vous savez, celui qui est au pouvoir, c'est celui qui propose à l'Assemblée nationale les projets de loi. Doit-on comprendre donc que... Et c'est le président de la République, qui propose, qui dépose des projets de loi. Parce que beaucoup de gens pensent que c'est le gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement. Si vous réalisez très bien la Constitution, vous allez comprendre que c'est le président de la République. Et c'est lui qui est au pouvoir. Doit-on comprendre que depuis 1992, l'UNDP a attendu qu'il c'est peut-être 2025 pour présenter un candidat autre que le candidat qu'il a l'habitude de soutenir, le candidat du RDPC? Pas qu'il a l'habitude de soutenir. Est-ce qu'il y a eu... En 92, l'UNDP a présenté son candidat. C'est pour ça que j'ai dit depuis 92. En 97, l'UNDP, dans une dynamique de l'opposition, avait boycotté la présidentielle. Donc, le soutien à la candidature a commencé en 2004. D'accord. Et il faut très bien comprendre la position de notre parti, parce que beaucoup de gens disent que nous soutenons le président du RDPC. Nous soutenons le candidat du RDPC. Ce n'est pas tout à fait ça. Je vous dis qu'en politique, les mots ont leur sens. D'accord. Nous avons à chaque fois soutenu le président sortant. Le président sortant. Ce n'est pas le candidat du RDPC. Il se trouve que quand on soutient le président sortant, on se retrouve avec le même candidat que le parti qui est au pouvoir. Mais il faut très bien comprendre ce qui se passe. Un dernier reportage avant la fin de l'émission. On va tout de suite essayer de voir ce qui attend le secteur de l'audiovisuel à travers cette conférence de presse donnée cette semaine ici à Douala dans le cadre de la présentation du projet Salon international de l'audiovisuel. Douala accueille du 17 au 23 juin prochain la toute première édition du Salon international de l'audiovisuel. Rendez-vous des professionnels et acteurs de l'audiovisuel, l'événement se veut être un carrefour, mieux encore, un marché où l'Afrique pourra vendre et acheter ce qu'elle fait de mieux en termes de contenu. Yolande Bodion est la promotrice du dit événement. C'est la conférence de presse qui dévoile aux médias et au monde ce que c'est que ce projet, le Salon international de l'audiovisuel que nous organisons du 17 au 24 juin prochain au parcours Vita, ici même au Cameroun, donc à Douala. Alors, il s'agissait pour nous de leur dire que c'est un événement inédit, c'est un événement qui concerne tout l'audiovisuel. Quand je dis audiovisuel, je m'entends. L'audiovisuel, ce sont les producteurs, les diffuseurs, les câblo-opérateurs et tous ceux qui travaillent dans tous ces métiers-là. C'était l'occasion pour nous de leur dire que cet événement est le nôtre. Cet événement va résoudre un certain nombre de problèmes. On va se mettre ensemble pour poser la question des problèmes qui nous minent. Et c'est ensemble que nous allons trouver les solutions. Et lorsque nous avons trouvé ces solutions, nous allons donc constituer une équipe pour aller rencontrer les autorités pour dire ensemble nous nous sommes mis et voici les solutions que nous attendons de vous, dont nous avons besoin que nous nous asseyons et que nous trouvons ensemble le moyen de les résoudre, ces problèmes-là. Après avoir participé à de nombreux salons à l'international, la promotrice du SINAC fait le constat de la faible présence des productions camerounaises. Conséquence, le marché est envahi de contenus venus d'ailleurs et donc, en améliorant l'audiovisuel en Afrique, l'événement misera davantage sur le paysage camerounais.
Et la présence des autorités professionnelles et entreprises venues d'ici et d'ailleurs y contribuera fortement. Alors, toutes les parties prenantes, c'est ouvert. Hein. Pour ce qui concerne les entreprises, il y a un numéro de téléphone que nous avons vulgarisé, le 651 20 84 92. Mais pour tous les autres professionnels, www.sina.mymarabout.com, vous avez toutes les informations pour vous inscrire. C'est vraiment... Tous les sans cesse, Saïdou Maïdadji, on va ressortir de cette émission. Nous en sommes pratiquement arrivés au terme. Peut-être un dernier mot sur cette victoire de Coton Sport de Garoua sur Canon de Yaoundé dans le cas des playoffs. Coton Sport, champion du Cameroun. Ça vous dit? Oui, moi j'ai arrêté de m'intéresser au football depuis que le multipartisme est revenu. Comme je me suis impliqué en politique, j'ai mis de côté le sport. Mais sinon, avant 91, quand j'étais à la Semri, on avait monté une équipe de deuxième division qui devait même jouer les interpools normalement. Mais on nous a tout le temps calé au niveau de Marois, on n'est jamais venu. Mais on a produit de très bons joueurs qui, pour certains, ont même été sélectionnés en équipe nationale. Merci beaucoup. Oumarou était Maga. Merci. Le jeune Bampenda, qui a totalement disparu, il a été formé à l'école Merci Saïdou Maïdadji. Merci infiniment d'être venu ce dimanche commenter les faits d'actualité avec nos téléspectateurs. Oui. Bon retour sur Yaoundé. Merci beaucoup. Merci à vous, madame, monsieur, d'avoir regardé cette autre édition de Face à l'actu. Dimanche prochain, nous aurons certainement droit à une autre émission. Bonsoir et d'avance, je vous souhaite un excellent début de semaine.